Henri IV, maintenant Maths Sup, agrégé de philo. Et alors, 2 souvenirs, Raphaël, pour débuter. Lire et le magazine Philosophie. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de ces Il deux faut que je titres? raconte ça, il faut que je Ouais. remonte si loin que ça. Oui, oui. Oui, j'étais à l'origine du lancement de Philosophie Magazine. J'étais très fier de ça. Et j'ai tenu dans Philosophie Magazine une rubrique pendant les 100 premiers numéros. 100 premiers numéros. Oui, les 100 premiers numéros, c'était exactement 10 ans. Les 100 premiers numéros de Philosophie Magazine. Et quant à lire, c'est là que j'ai fait mes premières armes de critique littéraire. Tout début, Voilà. quoi. Si je te dis qu'en 2007, tu as sorti ton premier roman, tu peux nous rappeler quel était le titre et puis est-ce qu'il a fonctionné ou pas? Non. Non, mais un premier livre, c'est pas fait pour fonctionner. Ça s'appelait Un jeu d'enfant, la philosophie. C'était un livre sur le fait que la philosophie était un jeu d'enfant, ce qui ne voulait pas dire qu'elle était facile, ça voulait dire qu'elle était simple, et que d'une certaine manière, rien n'est plus difficile que de faire simple. Donc c'était un livre sur ce paradoxe-là, tout bête, tout simple. J'étais très content de l'avoir écrit, et j'étais ravi de son petit succès d'estime. Michel Onfray, tu as un petit souvenir? Plein. Le plus marquant. Le plus marquant, c'est un souvenir glorieux. C'est quand on a fondé ensemble l'Université populaire. C'était au début du siècle, c'était bien. On avait fondé l'Université populaire avec l'idée vraiment C'était dans le musée des Beaux-Arts à Caen, dans l'auditorium du musée des Beaux-Arts. On faisait des conférences gratuites et ouvertes à tous sur tous les sujets. Moi, je faisais un cours, une histoire générale de la philosophie, c'était pompeusement appelé comme ça. Et Onfray faisait une contre-histoire de l'esthétique, je me souviens. Et c'était merveilleux, c'était merveilleux. Après, on s'est engueulé parce que c'est difficile de ne pas s'engueuler avec Onfray. On a reçu à ta place. Mais tu sais, une brouille, ce n'est rien. C'est juste une autre façon d'être proche dans le monde. Sacha Guitry, il n'a rien dit sur ce sujet? Non, ça c'est Sartre. Et alors, Luc Ferry, il est à ta place il y a quelques mois. Tu l'aimes bien ou pas? Bien sûr, je connais bien, oui. C'est ton copain? Oui. Bon. Ensuite, et toi, moi, j'adore Luc aussi. Ah bon. Et alors, au niveau de la télé, on va en parler tout à l'heure avec Harry. Si je te dis Arte, est-ce que ça a été un très bon souvenir dans ta vie ou pas? Excellent souvenir. Sur Arte, j'ai fait une émission qui s'appelait Philosophie, en toute humilité, et qui était un plan séquence de 25 minutes où on invitait quelqu'un à discuter d'un sujet en passant devant des images. C'était sur ce principe-là que l'émission a tenu pendant 13 ans. Donc c'était un bonheur à faire. Et l'émission s'est arrêtée parce que, comme je suis entré dans le débat public et que j'ai commencé à donner mon opinion, la France est ainsi faite qu'on vous retire la carte de pédagogue quand vous rentrez dans le débat public. Si vous prenez le risque de donner votre opinion, on vous dénie le droit d'être pédagogue, comme si le fait d'être pédagogue impliquait de n'avoir aucune chair ou aucune sensation. Mais bon, c'est comme ça. Le fait est que l'émission a bien vécu. L'esprit artificiel. Ouais. C'est un bouquin de plus sur l'IA. Il y en a 50 milliards, Raphaël. En quoi il est différent et comment fait-il que la machine n'arrive pas à réfléchir? Je ne sais pas en quoi le livre est différent, mais le livre repose sur une idée toute simple. C'est que l'être humain est fait d'une étoffe que la machine ne synthétise pas. Nous sommes faits d'une étoffe qu'aucune matière ne synthétise. Pour plusieurs raisons, pour toute une série de raisons, mais si j'en prends une tout simplement, prenez par exemple, imaginez que pourquoi la matière humaine n'est-elle pas synthétisable par la machine? Imaginez par exemple que votre conjoint, votre conjointe vous demande un jour imprudemment pour quelle raison vous l'aimez. Voilà. Et que vous, malheureux, vous répondiez à cette question. Vous voyez l'ambiance? Quelle que soit la réponse que vous donnez à cette question, l'histoire est morte. L'histoire est morte, quoi que vous disiez. Si vous dites je vous aime parce que je t'aime parce que tu es belle ou beau, oui, mais si j'ai la vérole, on dit, Je t'aimerais plus. Je t'aimerais bien, voilà ça. Je t'aime parce que tu es riche, alors là vous êtes un mufle. Si je t'aime parce que tu es original, oui, mais si on s'emmerde. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Quelle que soit la raison que vous donnez à votre sentiment est soluble dans la dissipation de la raison qu'on lui trouve. Bien. Autrement dit, on n'aime pas. Pourquoi? On n'aime pas parce que. Il n'y a pas d'explication à l'amour. L'amour ne s'explique pas. L'amour est une élection massive et indivise d'un individu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'aime jamais aux yeux des parents la bonne personne. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est une phrase de Bergson. On oublie qu'elle est de Bergson. C'est en amour, quand on aime, on ne compte pas. Ça ne veut pas dire que quand on aime, on ne regarde pas la dépense. Ça veut dire que quand on aime, le sentiment lui-même ne peut pas être dénombré.
ne peut pas être quantifié. On ne quantifie pas le sentiment. Or, ce qui est inquantifiable ne peut pas faire l'objet d'une synthèse par la machine. Ce qui ne relève pas de la quantité, tout ce qui en nous ne relève pas du régime de la quantité ne peut pas être synthétisé par une machine. Autrement dit, alors je parle d'amour dans le livre, mais je parle surtout de philosophie. Pour 1000 raisons, j'explique que ce qui se joue dans la pratique de la philosophie, dans l'enseignement, dans sa transmission et dans sa pratique, ce qui est en jeu à ce moment-là, c'est quelque chose qui relève d'un caractère humain, d'une peur de mourir, de sensations qui sont typiquement humaines et d'une modalité de l'apprentissage que la machine ne peut pas reproduire. Voilà ce que je raconte dans le livre. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant que ce que j'ai fait en 2007. Oui, non, mais c'est aussi intéressant. Mais il paraît que tu as repassé un bac philo il n'y a pas longtemps, en 2023, contre une machine. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'était la naissance de ChatGPT, il faut lui pardonner. J'ai passé le bac philo en 2023 contre la machine. Le sujet était « Le bonheur est-il une affaire de raison ?» Ouh là 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 là, ça c'est du divorce en l'air, quoi. Non. Non, c'est pas très compliqué parce que le bonheur est-il une affaire de raison? Quand on est bon élève, on comprend rapidement que le bonheur est un sentiment et que donc un sentiment peut difficilement faire l'objet de la rationalité et on tient à la problématique si vous voulez. La machine a pris toutes les thèses sur le bonheur, toutes les thèses sur la raison qu'elle a mélangées dans 3 parties indifférentes et elle a rendu une copie où elle a terminé en disant le bonheur pouvait être affaire de raison mais pas seulement. De la merde, vraiment de la merde. Tant mieux, mais alors, tant mieux. Alors non, tant mieux ou tant pis, je sais pas, tant mieux ou tant pis, mais j'en ai déduit un peu rapidement que la machine serait incapable de faire une dissertation. Ce qui est vrai, c'est qu'un mauvais prompt produit une mauvaise disserte. Un prompt mieux organisé, des recommandations mieux constituées pourraient produire une meilleure dissertation. En revanche, ce que la machine ne peut pas faire, c'est réfléchir, tout simplement. Et c'est là qu'il y a là une impasse, parce que c'est pas la réflexion qui nous fait réfléchir. Ce n'est pas la pensée qui nous fait penser, c'est la peur. C'est le sentiment d'être né par hasard dans un monde qui s'en fout et d'avoir à y mourir sans savoir pourquoi, et dans la douleur. C'est ce sentiment-là, vous voyez, c'est cette intuition-là qui nous fait sourire quand on la donne. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en général, quand on le dit, ça fait marrer les gens. Bah, oui, ils rigolent. Mais oui, et c'est un rire qui n'a rien d'innocent. Mais c'est intéressant parce que c'est de ça qu'est née l'urgence de penser. C'est de ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans toutes les fictions qui mettent en scène les machines conscientes, on met en scène des machines qui ont peur de mourir. Dans Blade Runner, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, dans Matrix, dans Star Wars, etc. etc. Dès qu'une fiction met en scène l'acquisition de la conscience par la machine, elle met en scène la peur de mourir, immédiatement. Les robots, on va en trouver partout selon toi, des robots ou pas? Oui, mais le risque n'est pas tant ça. De la même manière que le risque n'est pas de tomber amoureux d'un robot. Après tout, on tombe bien amoureux d'un héros de roman. Donc je vois pas pourquoi on ne tomberait pas amoureux d'un robot. Ça ne me dérange pas. Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas l'invasion des robots. Le problème, c'est la robotisation de l'esprit humain. C'est-à-dire, vous vous souvenez, je fais appel à des souvenirs d'enfance peut-être. Vous vous souvenez dans les temps modernes de Chaplin, le moment où l'ouvrier, Charlot, quitte la chaîne où il travaille et il est encore agité des spasmes du visseur de boulons. Vous vous souvenez de ça? Et alors, c'est un moment merveilleux. Évidemment, c'est merveilleux puisque c'est le moment où il porte son plateau repas. Donc évidemment, comme il a ses spasmes en portant son plateau repas, c'est Charlot, c'est irrésistible. Et c'est une parabole. Chaplin voulait dénoncer le Fordisme et la façon dont dont le Fordisme brisait le corps de l'ouvrier, littéralement. Donc c'était l'incorporation de la contrainte. Mais il nous fournit une métaphore idéale de ce que nous risquons chaque fois que nous nous robotisons, chaque fois que nous machinisons nos réponses, chaque fois que nous pensons par préjugés, chaque fois que nous pensons par idées reçues, chaque fois que nous recevons une vérité révélée sans la questionner. Donc c'est une métaphore merveilleuse du fait que ce n'est pas parce qu'aucune machine ne peut devenir humaine qu'aucun humain ne peut devenir machine. Est-ce que tu as écrit un livre après celui-ci, L'esprit artificiel? Tu as écrit un autre livre après? J'ai écrit un autre livre après. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle L'Albatros. L'Albatros. Oui. Tu nous dis un petit mot? C'est un livre sur la maladie neurodégénérative et l'agonie de ma mère. Il est sorti quand? Si tu fais une blague là. Ah, mais j'ai payé 0 blague! Voilà. C'est toi qui me tends un truc là. Et il est sorti là tout récemment. Tout récemment, quoi. Alors, toi, côté vin,
t'adores les bonnes choses, t'adores les bons vins, et t'es un des rares en France, à l'exception de ceux qui habitent dans le Jura, à aimer le vin jaune. Ah, passionnément. Mais passionnément, passionnément, passionnément. En fait, alors je tiens l'amour du vin jaune. Attention, l'amour du vin C'est jaune. important. Hein. L'amour du vin jaune, Château Chalon. L'amour du vin jaune ne se fait pas, Château d'Arbois. Oui, les deux. L'amour du vin jaune ne se fait pas aux dépens du reste, donc ça n'est pas minorer les qualités éminentes des Bordeaux, des Bourgognes, de ce qu'on voudra. Mais le vin jaune a une saveur inouïe dont je dois la découverte à l'un des plus grands philosophes contemporains, qui est mort en 2018, qui s'appelle Clément Rosset, qui était un philosophe merveilleux, l'auteur d'une œuvre fondamentale, et un ivrogne savant. On va mettre une petite statue en son honneur. Il a écrit de très grands livres. Il a écrit de très grands livres dans lesquels il parle de l'ivresse, et il explique notamment, dans un livre qui s'appelle Le Traité du réel, que l'ivresse donne toujours un coup d'avance à celui qui est ivre. Ah, Pour une raison toute simple. Oui. Pour une raison toute simple. Pourquoi l'homme ivre a-t-il toujours un coup d'avance sur l'homme sobre? C'est très simple. C'est que l'homme ivre sait qu'il est ivre. Quand vous êtes bourré, vous êtes au courant. Vous le savez. Alors qu'il y a des tas de gens sobres qui croient que parce qu'ils sont sobres, ils sont lucides. Eh oui. Donc Rosset est très drôle. La phrase de Rosset, c'était dit « Moi, je connais des tas de gens sobres qui votent Mélenchon ou qui croient que les chambres à gaz n'ont pas existé. » C'est ton grand copain, Alors, lui, non? Pas plus que d'autres. Quand même, vous vous aimez un peu, quand même, non? Non, c'est pas ça. Ah, C'est non. que quand je faisais une chronique à la radio, quand il fallait faire une chronique quotidienne à la radio et qu'il fallait trouver un sujet tous les jours, chaque fois que j'étais en panne, j'avais pris l'habitude d'aller sur le blog de Jean-Luc Mélenchon et en 2 lignes, j'avais mon sujet. Donc c'est pas du tout une fascination, c'est une facilité pour moi, Mélenchon. Vivre en démocratie, c'est vivre dans un régime qui vous donne le droit d'être égoïste toute la vie. Vous n'allez pas en prison pour égoïsme. Vivre en démocratie, c'est avoir le droit garanti par la loi d'être un sale con si vous respectez la loi. Autrement dit, vous pouvez vivre en démocratie en tournant le dos au reste du monde. On peut faire le plus mauvais usage du monde de notre liberté. Seulement voilà, si tout le monde fait de notre liberté un si mauvais usage, il n'y a plus de liberté. Et donc faire de la philosophie, c'est rappeler que la liberté n'est pas acquise et qu'elle est difficile à conquérir, mais qu'elle est encore plus difficile à désirer une fois qu'on la possède. Voilà. Mais pardon, ce serait trop long de répondre davantage. C'est l'oxygène. C'est l'oxygène. C'est l'eau que je bois. C'est l'air que je respire. C'est la façon dont je réagis au monde. C'est la façon dont je vois les choses. J'essaye autant que possible et sans effort désormais de voir les choses de cette façon-là. C'est l'oxygène, c'est l'air que je respire. Je le fais indifféremment. Je fais de la philosophie sans y penser. Voilà. Bon, il devait être brillant, il a été. On applaudit Raphaël Merci. Enthoven, l'esprit artificiel. Merci Raphaël.